bienvenue à tous. Bonjour, nous sommes dans l'œil du coach avec cette semaine un retour sur les quarts de finale de Coupe du Monde où notre numéro 2 français, Étienne Bacrot, alors une légende pour moi, une légende pour tous les joueurs du début des années 2000, puisque Étienne, du coup, c'est un joueur qui a atteint les plus de 2700. Il n'y a que quelques joueurs en France qui ont pu atteindre cette barre symbolique. Et disons qu'avant Étienne, il y avait Joël Lautier qui, dans les années 90, dominait les échecs en France. C'était le joueur le plus connu pour nous. C'était notre star à l'époque. Puis il y a eu Étienne Bacrot et ensuite Maxime Vachier-Lagrave. Et ensuite, il y a pas mal de très bons joueurs autour de ces trois meilleurs Français qui ont dominé à chaque fois des époques. C'était Laurent Fraissinet, tous les joueurs à plus de 2700, Romain Edouard, etc. Et toute la jeune génération avec Jules Moussard, Maxime Lagarde et bien d'autres, évidemment. Du coup, on va revenir sur ce quart de finale de Coupe du Monde avec Étienne Bacrot qui était opposé à Magnus Carlsen, numéro 1 mondial. Du coup, Étienne avait les blancs dans cette partie et je vais revenir donc sur cette première partie du match qui a conditionné sa défaite puisque Étienne a été sorti par Magnus Carlsen. C'était, on va dire, attendu, puisque Magnus est grandissime favori de la compétition. Et ensuite, Étienne, déjà arrivé en quart de finale de la Coupe du Monde. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas super bien perfait. Donc, on était tous très contents. Et on va voir comment s'est passée cette partie. Donc, on va dire une espagnole classique au départ, pour ceux, bien sûr, qui connaissent. Donc, pas grand-chose à signaler dans le début, c'est archi classique. Toutes les bases de données vous le diront, c'est-à-dire que les deux joueurs développent leurs pièces. Et ensuite, une des grandes idées de l'espagnol, ça va être de faire C3, D4 pour prendre le centre. Bref, c'est assez classique, pour l'instant je n'interviens pas. Et la petite roque de Magnus, en fait, l'idée c'est que sur C3, il peut y avoir potentiellement ce qu'on appelle le gambit Marshall, qui perd ce pion-là, le pion E5, mais qui libère toutes les pièces. Donc, pour éviter cela à haut niveau, on peut retrouver le petit coup H3, qui a une réputation assez moyenne, ou le coup A4, qui vise d'entreprendre à l'aile dame. En fait, il y a cette structure-là, bien évidemment, sur l'aile dame. Donc, A4, ça vise un certain affaiblissement. Sur B4, on peut même penser à des A5 avec le pion B4 qui pourrait devenir pseudo-isolé. Pseudo-isolé, c'est bien évidemment le fait qu'il n'ait pas de copain pion pour le soutenir, pour l'instant en tout cas. Donc il y a ce genre d'idée, en tout cas on entreprend l'aile dame, et puis ça ne peut pas être vraiment mauvais, puisque bien sûr c'est nous qui faisons l'appui et le beau temps. Si la structure reste comme celle-là, on est maître de la tension et on peut à tout moment prendre ou ne pas prendre. C'est assez difficile pour les noirs de gérer ce conflit, de gérer cette tension, et du coup s'ils poussent les pions, on a vu que ça s'affaiblissait d'autant plus. Donc il joue Magnus, donc B4 c'est le coup classique, au même titre que fou B7, ce sont les deux options. Pour l'instant il ne se passe pas grand chose, D3, D6, et maintenant Étienne pourrait jouer cavalier C3, sur quoi il y aurait du B4, cavalier A5, bien évidemment, des choses comme ça en tout cas, et du coup il joue un coup assez intelligent avec fou D2, qui vise en fait le fait de faire cavalier C3, puisqu'il n'y aura plus B4, puisqu'il y a cavalier D5 qui devient alors très dangereux, avec le pion B4 qui va clignoter. Ça va être en tout cas très très embêtant. Du coup, Magnus a joué dame D7, et ensuite il y a eu cavalier C3, donc Étienne sort toutes ses pièces. Le combat n'a pas vraiment encore commencé à partir de ce moment-là. Au niveau réflexion, je sais que Magnus avait pris plus de temps, Étienne était bien préparé visiblement, et du coup on se retrouve après cavalier A5 à jouer x2 assez naturellement, et dans l'espagnol là encore le coup classique c'est C5. Toujours pareil, bien sûr, on voit que le développement des deux joueurs, sans rentrer dans le détail, puisque bon, moins 10 minutes dans l'œil du coach, on voit un concept échiquien et c'est pas ça que je veux montrer. Mais on voit que les deux joueurs conditionnent leur ouverture aux grands principes généraux des échecs, tout simplement, centre, développement des pièces et les petits rangs. L'espagnol, c'est une ouverture vraiment naturelle. Et du coup, là encore un coup naturel, dans l'espagnol en tout cas. Le cavalier A5, bon, il est en l'air avec le fou D2, bien évidemment, avec le rayon laser. Donc, Étienne a joué cavalier E2, coup qu'on retrouve très souvent dans l'espagnol. Normalement, le cavalier qui est en B1, d'habitude, son chemin naturel, c'est plutôt celui-ci. Mais il retrouve très souvent la case G3 pour aller sur cette belle case en F5. Bien évidemment, si les noirs veulent contre-indiquer cela, ils jouent G6 et du coup, ça fait bis.
Donc du coup, cavalier E2, cavalier C6, cavalier G3. Et Étienne a joué parfaitement son début d'ouverture. Côté noir, c'est parfait aussi, bien évidemment. Et là, grand moment de la partie, Magnus joue D5, qui est très entreprenant. Il peut perdre E5, bien sûr, dans ces histoires-là, avec simplement E prend D, cavalier prend D. Et en fait, ça, c'est une idée récurrente dans l'espagnol. On donne le pion E5 pour avoir du jeu. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement? Donc, déjà, prise. Et il n'a pas voulu prendre en E5 directement. S'il prend en E5 directement, on se retrouve face à une position assez logique. Mais on va se prendre cavalier prend E, tour prend E et fou F6 avec le gain du pion B2. Donc du coup, cela c'est compensé, ce serait même pas très bon. Donc du coup, on se retrouve ici à jouer C3, c'est le coup qu'Étienne a choisi. Et il se dit, bah, moi je vais prendre E5 dans de meilleures conditions. Et c'est pas forcément facile de jouer des coups. Enfin, fou F6, il y a des cavaliers E4, enfin, on voit que c'est pas très naturel. C'est pas facile de le protéger. En fait, Magnus va choisir les compensations pour le protéger. Alors, le jeu compensatoire, c'est là qu'il commence. C'est ce que j'ai mis. C'est la recherche d'activité en échange d'un pion. Plutôt que de le protéger de manière un petit peu inefficace ou passive, là, Magnus joue un concept bien établi, tour à D8, et il dit, bon, ok. Donc, Étienne a pris en B5, pourquoi pas, pour s'ouvrir la tour, puisque la tour A8 n'est plus là. Ça a du sens, même s'il pouvait laisser la tension. Et maintenant, on peut prendre. Et c'est vrai qu'il n'y a plus le fou F6, fou prend B2. Maintenant, ça c'est le jeu typique, j'ai parlé de Maxime Vachier-Lagrave, c'est ce qu'il fait très bien. On voit que Magnus Carlsen fait pareil, c'est-à-dire qu'il vient de filer un pion à Étienne Bacrot et qu'en échange, il veut des belles pièces. Et là, il joue fou D6 et l'optique, c'est d'avoir les deux fous braqués, bien sûr, sur le petit roc, le cavalier qui peut venir sur la case F4 et la dame qui pourrait aussi venir. Bref, beaucoup de pièces, c'est assez visuel là, les flèches, il y a beaucoup de pièces qui peuvent venir sur le roi d'Étienne tout simplement, et c'est la compensation. Donc tour E1, coup assez logique, et là ça démarre cavalier F4, et le cavalier est hyper dangereux. Ce qui fait qu'Étienne n'a pas le choix, il donne sa paire de fous, et on pourrait dire qu'avoir la paire de fous dans cette position qui est très ouverte, c'est un demi-pion de récupérer. Donc là, les blancs ont un demi-pion d'avance, mais on voit qu'il y a une pression sur le pion D3, on voit qu'il y a des belles pièces côté noir, donc on peut dire que c'est une position à compensation. Et d'ailleurs, c'est une position qu'Étienne a eu du mal à jouer. Ici, il a joué cavalier E4, qui semble assez logique pour boucher la diagonale et mettre pression, puisque c'est un coup gratuit, boucher la diagonale du fou B7. Dame C7, excellent coup. On va essayer de provoquer un coup fantôme, là, un coup qui finalement va affaiblir le roi blanc. Donc le petit G3 a été joué ici. Et maintenant, après fou E5, bien évidemment, la position d'Étienne n'est pas si aisée. Bien évidemment, comme tout le monde, j'ai regardé cette position aussi avec le module, mais ici le module considère des coups comme dame H5 qui ne sont pas si faciles à jouer. Et par contre, il est certain qu'Étienne a joué le coup suivant à contre-cœur, il a joué F4. Alors ça, ceux qui ont l'habitude, quand on a un fou braqué sur le roi, on évite de toucher à ses pions devant son roi, tout simplement. Ça va favoriser le jeu d'attaque, bien évidemment. Et il y avait déjà eu ce petit G3 et là, le petit F4. Je pense qu'il condamne ici, au niveau pratique, les blancs. C'est-à-dire qu'ils vont souffrir à partir de maintenant. Bien évidemment, si Étienne Bacrot a fait ce choix-là, c'est qu'il n'aimait pas sa position, qu'il n'arrivait pas à trouver d'autres ressources. Et ce qu'on peut dire, en fait, tout simplement, c'est qu'on est 4 coups après le sacrifice de pion, et on voit que Étienne Bacrot est en difficulté dans cette position. Et sur fou D6, c'est extrêmement compliqué. Il a joué dame H5. Il essaye de trouver des belles cases avec ses pièces. Et là, normalement, un joueur comme Carlsen aurait dû jouer C4, vraisemblablement, pour affaiblir le pion D3. Et sur D4, mettre en place ce qu'on appelle la batterie, bien évidemment, sur le petit roc blanc, et avoir des velléités de F5, bien évidemment, tout simplement. On affaiblit le pion D3, ce qui va naturellement affaiblir le cavalier E4. Et dans cette position, le cavalier E4, c'est celui qui permet de tenir la position. Donc, on va dire que Magnus Carlsen n'a pas trouvé, et en même temps, il a joué dame C6, donc il a bien compris le concept, évidemment, c'est le numéro 1 mondial, c'est une machine de guerre. Et en fait, là, très intéressant, pour finir, là, je vous invite, pour certains, à mettre éventuellement pause, mais là, comment Étienne Bacrot devait
sauver cette position. C'était extrêmement difficile à trouver, mais il y avait un concept. Alors, c'est pas moi qui l'ai trouvé, hein, c'est l'ordi qui me l'a donné en analysant et je me suis dit que c'était vraiment intéressant pour finir cet exemple de montrer le concept que trouve l'ordi pour défendre cette position. Alors, je vous le donne, en fait, dans cette position, Étienne a perdu après dame H3, il s'est pris C4, comme on le disait, affaiblissement du pion base, et ensuite après D4, tout s'est enchaîné, tour E8, il y aura potentiellement du F5, il y a même eu un joli sacrifice de dame dans la position, puisque Étienne a essayé de se défendre, bien évidemment, connaissant bien la musique, il a joué D5, dame prend D, tour à D1, pour se sauver, mais là Magnus avait trouvé le sublime tour prend E4 et dans cette position il y avait après tour prend D5, tour prend E1 échec, sacrifice de dame avec vue sur le roi blanc et le roi blanc n'a pas tenu dans cette position, ça a été très difficile, je montre rapidement la fin, Étienne est obligé de jouer tour E5, après fou prend, roi prend E1, fou prend C3, c'était bien sûr trop compliqué de tenir cette position. Même si objectivement, là encore, l'ordinateur nous parle de cette position comme tenable, c'était objectivement très très difficile. C'est ce que d'ailleurs Magnus Carlsen a dit en conférence de presse. Et quand on regarde cette position en tant qu'initié, on a le roi faible, les deux flèches noires là qui vont s'activer une fois que le pion B2 va être perdu. Un relatif équilibre matériel avec la paire de fous, les pions et la tour, bon, donc contre la dame. Donc du coup, on ne croit pas du tout à cette position et ça s'est terminé assez rapidement. Bref, je reviens sur le moment qui m'intéresse, comment là on pouvait sauver cette position. Ben, il faut comprendre ici que ce qui ne va pas chez les blancs, c'est dame et fou, donc mon roi bien évidemment. Donc il faut absolument que je tienne avec le fait d'enlever cette batterie. Et là, il y avait une super idée. Donc proposé par l'ordinateur C4. Donc sur C4, le coup le plus naturel, c'est pas de faire B prend C4 parce qu'on a toujours fou prend C4 et pour l'instant il n'y a pas d'idée de F5 parce que le pion F7 est cloué tout simplement. Donc là le coup logique c'est B4 vraisemblablement et là il y avait une super astuce, on fait fou B3. Et sur fou B3, c'est véritablement excellent puisqu'on vise fou A4 et on embête un petit peu notre adversaire dans sa perspective de réaliser F5 tout simplement. Sur F5, maintenant j'ai fou A4, ça n'a plus de sens. Un coup comme tour A8 ne serait pas forcément extraordinaire parce que maintenant j'ai un autre concept. Hop, dame D5 et j'arrive à boucher, la diago et j'attaque le fou D6. Donc il y avait un sauvetage de faire soi-même C4. Étienne, il ne l'a pas vu parce que c'est un coup complètement anti-positionnel de faire C4 avec le fou en A2. C'est pas naturel, donc il l'a échappé. Ça lui a échappé, tout simplement, ce coup. Mais c'était extrêmement difficile à trouver. Ça aurait été un joli sauvetage. Et encore, c'est pas fini. Hein. C'est un sauvetage momentané puisqu'il reste des compensations sur le roi. Objectivement, je préfère largement jouer encore côté noir cette position. Donc, on a vu le jeu compensatoire, l'exécution, bref, une partie de haut niveau, c'est-à-dire je donne un pion, j'ai des compensations. Et attention, ce qui est véritablement très intéressant, c'est que ces compensations, on n'obtient pas, bien évidemment, tout de suite le gain. Il faut travailler, améliorer les pièces, la position adverse se dégrade et ensuite on arrive à gagner tout simplement. Donc voilà, bah ça m'a fait plaisir de vous retrouver pour un exemple aussi intéressant que celui-ci, un exemple de haut niveau. J'ai essayé de commencer à parler d'une notion assez complexe, c'est le jeu compensatoire. Il est très difficile de donner du matériel, on est attaché à notre matériel parce que depuis débutant, bien évidemment, on essaie d'avoir l'équilibre matériel. À haut niveau, ce n'est plus vrai. On peut donner un pion, on peut donner même une qualité différentielle entre tour et fou, tour et cavalier. On peut donner ce genre de petit matériel, un pion ou deux, contre des compensations réelles d'activité des pièces, de structure de pion et surtout l'insécurité du roi adverse. C'est un facteur clé quand on donne du matériel. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à demander en commentaire s'il y a des choses, des concepts échiquiens que vous souhaitez que je vous explique. Je peux le faire. À vous de me dire ce qui vous intéresse. Je vous dis à très bientôt. Salut!